aujourd'hui dans ce lieu magnifique et je suis aussi quelque part le témoin de la continuité des travaux de la Fondation parce qu'il y a à peu près 20 ans, je venais chercher mon petit chèque pour ma bourse de DEA et je continue à être avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la recherche. Faire un ajustement. De la recherche, on m'a demandé de faire l'état des lieux de la recherche sur la prise en charge. Et par rapport à ce qui était mon idée quand j'ai pris la présidence de la Société française de gériatrie et de gérontologie l'année dernière, c'était d'impulser un petit peu un nouveau type de recherche. C'est une société qui se veut mixte avec des gériatres et des gérontologues, mais là, on sait bien aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est que vous en êtes aussi convaincus, que le partage des expériences et de mener des recherches conjointes entre ces mondes est quelque part un petit peu difficile parce qu'on a des challenges à affronter tous autant que nous sommes. Donc, je devais être un petit peu optimiste quand j'ai mis mon titre parce que j'ai mis vers une recherche en EHPAD intégrée et ambitieuse et je n'ai pas mis de point d'interrogation. J'espère qu'on va arriver à faire cette recherche. Alors pourquoi en EHPAD? J'ai pris ce focus parce que finalement, quand on fait le bilan de la recherche en matière de prise en charge, si on cherche, c'est difficile de trouver les informations. Alors j'ai fait comme tout le monde. Quand on arrive, on a une vision de la recherche qu'on veut partager au sein de la Société française de gériatrie. Et je pense que, d'après les mots de Monsieur le Président tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on partage tous ici. Je voulais une recherche appliquée, centrée sur la personne. Alors j'appartiens aussi à un monde de l'INSERM, mais c'est vrai que la recherche appliquée est vue de très haut, comme une recherche un petit peu molle par les chercheurs des EPST, de l'INSERM, du CNRS. Pourtant, c'est de cette recherche-là qu'on va arriver à avoir des solutions efficaces pour les sujets et pour les patients. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cercle concentrique des traitements de la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup de traitements sur lesquels on travaille. Alors, il n'y avait pas le cercle qui est encore plus large et encore plus à l'extérieur, qui est les traitements qui sont aujourd'hui testés chez les animaux. Donc, la vraie recherche fondamentale, elle se fait chez le ver, elle se fait chez le rat. Mais entre le ver et le rat et l'homme chez qui ça marche, eh bien, il y a des décennies, on perd beaucoup de molécules en cours de route, et finalement, il n'y a que la recherche appliquée à la fin qui nous dira si oui ou non ça marche. Donc, cette recherche appliquée, bien évidemment, ça va être une recherche qui va être destinée à voir l'efficacité de certaines molécules, mais avant d'arriver là, effectivement, il va falloir démontrer l'efficacité de certaines modalités de prise en charge. Alors, les molécules, même si demain ça marche, même si la phase 3 qu'on attend depuis 15 ans marche, aujourd'hui, cette phase 3, elle nécessite quoi? Elle nécessite des infusions, enfin des perfusions, elle nécessite des PET scans. Tout à l'heure, le professeur Amouyel vous a montré que quand ça va augmenter surtout dans les pays à faible niveau de revenus. Inutile de vous dire que chez eux, le PET scan, les prises de sang, les perfusions à répétition, c'est pas pour demain. Donc même si on a l'impression qu'il y a un traitement qui va arriver vite, il faut quand même continuer à travailler sur la prise en charge. La prise en charge, c'est aussi la prise en charge, j'ai pas mis d'âge, la prise en charge des personnes âgées, pas âgées, parce que la prise en charge, quand on s'intéresse à la prévention, bien c'est aujourd'hui pour tout le monde, c'est-à-dire c'est changer notre mode de vie, c'est ce qu'on appelle la promotion de la santé, avant effectivement de voir si avec nos études comme MAPT, qui sont des études que l'on fait à l'âge plutôt avancé de la vie, sont des preuves de concept. Est-ce que finalement, si ça marchait, là aussi, à quel moment il faut commencer? Très tôt. Tout ça, c'est assez compliqué à mettre en évidence ensuite. Alors, j'avais aussi la vision de la recherche. On peut passer des heures à dire est-ce qu'elle est multi, trans, interdisciplinaire, mais c'est vraiment cette recherche-là qui peut nous donner les solutions. Et il n'y a pas d'un côté les chercheurs dans le labo, de l'autre les professionnels de santé qui travaillent avec les personnes. Pourtant, même si dans des journées comme aujourd'hui, on est content, tout le monde est ensemble, quand on passe à la phase de concrétisation et qu'on essaie de travailler ensemble, on se heurte à des difficultés, on pourra peut-être en parler, notamment en matière de financement de ces recherches-là.
Ensuite, la recherche, on la veut aussi intégrer parce que les choses bougent. On vous a montré tout à l'heure l'effet les changements fondamentaux qui apparaissent en matière d'évolution de l'éducation, du niveau d'éducation des personnes, mais tout change. La façon d'évaluer les incapacités change aussi. Jusqu'à présent, c'était la capacité à utiliser le téléphone et la voiture. On voit bien que tout ça n'a plus de sens. Donc il faut aussi changer nos outils d'évaluation des personnes, parce qu'aujourd'hui, ce sont les seuls outils que l'on a à notre disposition qui nous qualifient une personne comme ayant des atteintes à la vie quotidienne, etc. Donc tout ça doit changer. Alors je n'ai pas mis les nouvelles technologies parce que c'est trop à la mode, mais véritablement, de toute façon, il faut intégrer aussi cette dimension-là. Ensuite, je prône une recherche menée par les jeunes. Parce que quand j'ai commencé dans ce domaine, il y a un peu plus de 20 ans, il y avait des groupes de recherche qui mélangeaient les jeunes et les plus âgés, et ça évitait de réinventer la roue. Parce qu'à chaque fois qu'on voit apparaître un jeune qui a une idée, qu'est-ce qu'on fait? On recommence. Et alors, les plus âgés se disent « Ah, d'accord, on va nous reparler du fardeau des aidants et des déterminants que l'on connaît par cœur, et tous ici, vous les connaissez, et chaque fois on recommence, et on réinvente la roue. » Mais pourquoi ne pas faire travailler ensemble les générations pour justement essayer d'aller plus vite? On peut aller aussi plus vite en travaillant ensemble. Et puis ensuite, c'est une recherche qui définitivement doit être tournée vers l'international. Même s'il y a une partie de la recherche qui doit être faite chez nous parce qu'on a des facteurs culturels qui sont les nôtres, il faut aussi se tourner vers les autres pour prendre chez eux ce qui marche bien. Là, je viens de passer 2 mois aux États-Unis et j'ai vu des centres de prise en charge des personnes âgées qu'ils appellent des centres intégrés. Ce n'est pas forcément centré que sur la personne âgée, mais c'est centré sur la prise en charge des maladies chroniques. Et ils ont des centres labellisés où on fait un mélange de prise en charge, la prise en charge classique, médicale, très académique, que l'on connaît tous, avec des prises en charge un petit peu plus, on va dire, hétéroclites, comme des prises en charge que chez nous on appellerait non médicamenteuses, voire même de la musicothérapie, des choses comme ça. Chez nous, c'est quand même 2 mondes un petit peu différents. Et là, ils ont monté des groupes, c'est des groupes qui sont labellisés dans tous les États-Unis, où il n'y a pas ces recherches, on va dire, de support sans qu'il y ait la recherche et la prise en charge académique. Donc les deux travaillent ensemble. Ça leur a pris du temps pour les monter. Et maintenant, ils travaillent tous ensemble. Et je pense qu'on pourrait peut-être un jour réfléchir à ce style de prise en charge combiné et non pas à chaque fois tenter de les opposer. Alors, j'ai voulu faire un état des lieux de la recherche en EHPAD, sur la prise en charge en maison de retraite en France. Alors, j'ai fait comme tout le monde. Quand on cherche, on commence à aller voir Google. Et quand on tape « recherche en EHPAD » dans Google, il comprend tout à fait. On recherche une place en EHPAD. Voilà. Et c'est tout ce qu'il comprend. Et on a beau descendre, c'est ce que Google comprend. La recherche en EHPAD n'existe pas, ou en tout cas, elle n'est pas lisible. Et j'ai repris un des objectifs de la journée que je trouvais intéressant. C'est les citoyens vieillissants en difficulté cognitive ont besoin et ont droit à des soins et de la recherche en santé. Et j'ai envie de dire, les citoyens en EHPAD aussi. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas droit à une recherche de qualité, un soin bien évidemment, ils l'ont, mais à une recherche de qualité? Et on voit que finalement, sur le territoire français, il y a relativement peu d'équipes qui travaillent dans ce domaine-là. Et pourtant, l'EHPAD, c'est vraiment pas un lieu classique. S'il y a des professionnels d'EHPAD ici, on va dire, oh là là, mais en plus, on va nous faire de la recherche. C'est déjà compliqué. J'ai mis les pieds longtemps, souvent, dans les EHPAD. Pour un chercheur en santé publique, c'est un lieu idéal de recherche. Parce qu'on a des sujets qui sont là, qui s'ennuient souvent, pour ceux qui peuvent communiquer, qui s'ennuient et qui seraient tout à fait aptes et disposés à participer à des recherches. Et on a des sujets qui ne partent pas, qui restent là, et donc que l'on peut suivre dans le temps. Donc pour nous, chercheurs en santé publique, c'est une population idéale, à condition que tout le monde en soit persuadé. Alors, pour essayer de faire un état des lieux exhaustif, je suis allée voir dans un registre où on enregistre toutes les études cliniques, où on est censé enregistrer toutes les études cliniques, si on veut qu'un jour elles soient publiées à un bon niveau. Donc, j'étais dans un site qui s'appelle Clinical Trial, mais il y en a plusieurs, il y en a un registre européen aussi. Et j'ai été rechercher tout ce qui se passe en France, en tapant juste France et nursing home, maison de retraite. 42 études identifiées, 17 n'avaient rien à voir avec ce que je voulais rechercher parce que c'était des études qui excluaient justement les personnes qui étaient en maison de retraite. Donc là aussi, elles ont droit à la recherche et systématiquement, elles peuvent être exclues
même si on s'intéresse à un problème de santé qui majoritairement se trouve dans ces institutions. 25 études ont été retenues et vous voyez qu'elles sont finalement assez éclatées sur le territoire français. Il y en a un petit peu partout. Alors, je ne vais pas passer les 25 en revue, mais juste pour vous montrer. Il y en a quelques-unes qui observent les sujets de façon à analyser les modalités de prise en charge. On va essayer d'optimiser. Alors, il y a une étude emblématique que je trouve très belle, c'est l'étude d'Athanas Benetos, qui a essayé de regarder quels étaient les déterminants de la mortalité en regardant au plus fin les moyens de mesurer la tension artérielle chez des 80 ans et plus, parce que la population caractéristique d'une EHPAD, ce sont des personnes qui sont atteintes de comorbidités multiples. Et donc, cette étude-là visait vraiment cette population-là, une population, donc ça a été publié dans le JAMA, il a pu identifier des marqueurs un petit peu plus fins d'hypertension artérielle qui étaient prédictifs de mortalité, toute cause, donc chez ces sujets-là. Il y a des études qui analysent les médicaments inappropriés. J'en ai trouvé une intéressante qui analysait les pratiques alimentaires avec des méthodes mixtes, en combinant des approches quantitatives et des approches qualitatives. Je l'ai mis en gras parce que vous allez voir, c'est la seule qui a tenté de combiner ces approches-là dans ce registre-là. Il y en a bien d'autres, mais elles ne sont pas référencées dans ce registre-là. Puis d'autres études. Si on regarde la colonne avec la population, c'est le nombre de sujets inclus. Vous voyez que ce sont des études ambitieuses pour certaines. Ensuite, il y a un deuxième type d'étude qui vise là à modifier la prise en charge dans les EHPAD pour essayer de voir si une prise en charge est plus intéressante et plus efficace qu'une autre. C'est très difficile à mener, ce style d'étude, pour modifier la prise en charge. Sur le plan méthodologique, ça pose des problèmes particuliers. Donc, on en a certaines, une qui a été publiée dans le JAGS en 2009, qui a étudié 4000 personnes. Et là, l'idée, c'était de voir si l'incitation au vaccin contre la grippe des professionnels de santé dans les EHPAD pouvait avoir une incidence sur la mortalité des résidents. Donc, c'était sur vraiment la formation des professionnels et si le fait de les inciter, les professionnels de santé, à se faire vacciner avait un impact sur les résidents. Ensuite, il y a différents types d'études. Il y en a une qui est un PHRC national, l'étude IDEM, qui est menée par Yves Roland, qui est assez intéressante. L'idée était, après un constat qui était fait de dire qu'en EHPAD, bien souvent, la démence ou les maladies d'Alzheimer et apparentées ne sont pas identifiées, ne sont pas caractérisées, ne sont pas phénotypées. Est-ce qu'on n'aurait pas des moyens, en améliorant la prise en charge, de mieux identifier ces sujets de façon à leur proposer des prises en charge particulières et éviter en particulier des hospitalisations en urgence qui ne seraient pas forcément appropriées. Donc cette étude-là, il a randomisé des institutions. Certaines ont bénéficié de ce qui se fait en cancérologie, des réunions de concertation pluriprofessionnelle pour détecter au plus précoce les cas de démence et pour leur apporter des prises en charge particulières. En le comparant à l'autre groupe, on est en train d'analyser les résultats, donc là, je n'ai pas de résultats, mais dans les semaines à venir, on aura quelques résultats pour voir si ces RCP sont utiles en EHPAD. Alors, à chaque fois qu'on essaie de faire ce style d'étude, c'est compliqué, parce qu'il faut il faut connecter l'EHPAD avec un ensemble de professionnels de santé qui n'ont pas l'habitude d'interagir avec l'EHPAD pour détecter au mieux les cas. Ces gens qui ne font pas partie de l'EHPAD doivent proposer une prise en charge, il faut qu'elle soit acceptée aussi. Enfin, ça pose après des problèmes. Dès lors qu'on va sur le plan pratique, ça pose des problèmes très concrets. Et donc, c'est bien quand on arrive à les solutionner. Voilà. Ensuite, on a tout un tas d'études. Voilà. Ensuite, on a des études qui s'intéressent en EHPAD à des populations très spécifiques, et en particulier, bien évidemment, la maladie d'Alzheimer, c'est la population qui est la plus étudiée. Là, tout ça, c'est exhaustif, donc, à partir de ce registre-là. Donc là, on a des études qui ont étudié l'impact d'une stimulation, l'impact d'une prise en charge médicamenteuse particulière. Et là aussi, vous voyez donc un groupe de sujets de l'ordre de 200 à 300 personnes. Ces études sont relativement récentes. Et il y en a très peu qui sont publiés à ce jour parce que très peu sont arrivés au bout. Donc c'est une recherche qui est récente. Ensuite, la télémédecine. Alors là, la télémédecine, il y a 7-8 études et qui étudient finalement souvent la même chose.
on va regarder si le fait d'implémenter la télémédecine dans une EHPAD va permettre de réduire, en général on réduit quoi? On réduit les transports, les hospitalisations aux urgences, les allers-retours de ces personnes âgées entre l'EHPAD et l'hôpital. On essaie de diminuer ces flux qui sont finalement néfastes à la fois pour le sujet, pour son entourage et pour tout le monde. Certains s'intéressent au coût, bien sûr. Et ensuite, il y a une autre façon d'utiliser les nouvelles technologies, c'est de surveiller, de mieux surveiller les sujets pour détecter très tôt des chutes, éviter des complications, etc. Donc ça, c'est un autre type de recherche. Après, il y a tout un tas de recherches qui concernent des poignées de sujets, quelques dizaines de sujets. Ce n'est pas la peine toujours d'avoir des études avec 1000 sujets, mais quand on s'intéresse à la prise en charge en EHPAD, il faut éviter d'avoir le biais qui est lié à l'EHPAD en question, puisque chacun a des modalités de prise en charge très particulières. Donc l'idée, c'est d'aller ouvrir à plusieurs EHPAD, à des groupes d'EHPAD, pour essayer de diffuser les résultats et d'avoir une certaine représentativité de ce que l'on est en train d'étudier. Donc il y a beaucoup d'études qui se mettent en place. Ce sont des études que j'appelle preuves de concept ou des études pilotes qui sont fondamentales pour générer des hypothèses. C'est à partir de ces petites études-là qu'on va pouvoir générer des hypothèses pour mettre en place d'autres études. Alors, voilà toutes les études que j'ai pu recenser à ce jour. Ensuite, et bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée à ce registre. Et quand on va ailleurs, il faut aller partout, parce que l'information, elle est nulle part sur un site unique, donc il faut fouiller. Et on trouve des multitudes d'initiatives extrêmement intéressantes, mais des initiatives qu'on a du mal à trouver, des initiatives qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas lisibles. Donc je pense qu'un registre un petit peu plus large que celui des essais cliniques, qui nous permettrait d'avoir une synthèse facilement accessible de la recherche, nous permettrait d'éviter de faire des recherches redondantes, comme vous avez pu le voir là, parce que finalement on a beaucoup d'études qui se ressemblent. Donc, pour conclure sur ces études en matière de prise en charge, je dirais que le constat, c'est que cette recherche, elle n'est pas coordonnée finalement, parce que chacun y va de sa recherche. Alors, c'est vrai pour toutes les recherches, mais chacun y va de sa recherche. Et finalement, on voit qu'on a la même étude à Toulouse, à Paris, à Nice, à peu près avec les mêmes outils. Et on gagnerait vraiment à se coordonner tous ensemble. Alors après, il y a des problèmes d'ego, de leadership, mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai qu'on gagnerait quand même à mutualiser un certain nombre de choses. Il y a des limites à cette recherche telle qu'elle apparaît aujourd'hui, parce que j'ai regardé aussi dans les publications. C'est une recherche qui, aujourd'hui, dans celle qui est publiée avec des revues à large impact, qui est rarement pluridisciplinaire. Donc c'est ce vers quoi on veut tendre, mais c'est une recherche qui, aujourd'hui, se heurte à des clivages. Je pense qu'ils sont en partie dus aux modalités de financement. Aujourd'hui, si on veut financer une recherche clinique, on s'adresse à on répond à des appels d'offres cliniques. Et pour eux, la recherche, la prise en charge en EHPAD, ce n'est pas une rocket science, hein, c'est une recherche un petit peu molle. Voilà. Ou alors, on va vers des appels d'offres de sciences humaines et sociales, et là, on n'est pas sur l'amélioration des connaissances pour l'amélioration des connaissances. On veut vraiment un résultat pratique. Et là aussi, du coup, on dit, ça, c'est plutôt un peu appliqué, c'est quand même pas de la recherche très intellectuelle. Donc, on se heurte à cette difficulté-là. C'est une recherche qui est rarement accompagnée sur le plan méthodologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et je peux vous dire dès aujourd'hui que ces choses-là ne donneront rien en matière de résultats parce que la méthode qui a été utilisée n'est pas la bonne. Donc, de toute façon, ça nous amène à inclure des sujets à l'infini dans des études qui ne donneront pas de résultats. C'est un petit peu dommage parce que les études sont redondantes et c'est dommage aussi sur les sujets. Parce que sur le plan éthique, je trouve que d'inclure un sujet dans une étude qui, on le sait à l'avance, ne donnera pas de résultats, c'est vraiment dommage. Mais je termine sur un message un peu positif, c'est le potentiel. J'ai été frappée de voir d'abord que c'est une recherche extrêmement récente. Pour les premières dates de 2007, donc c'est très récent en matière de recherche. Et c'est une recherche qui a un potentiel, mais fabuleux. On a déjà près de 20 000 résidents qui participent à de la recherche. On a des réseaux qui sont organisés, qui sont formés à la recherche clinique. Il y en a plusieurs en France. Donc, il y a des tentatives de coordination et on voit bien que tout le monde est prêt à participer à cette recherche de qualité. Donc, je vois qu'il y a un vrai potentiel. Il suffirait juste d'un petit peu d'accompagnement et des modalités de financement qui soient à la hauteur, hein, parce que quand on veut étudier l'effet d'une prise en charge par rapport à une autre ou par rapport à l'absence de prise en charge, les problèmes méthodologiques qui sont importants, mais on peut les solutionner. Il suffit juste d'avoir beaucoup de sujets, beaucoup d'institutions. Je vous remercie.
Bien, nous remercions vraiment les orateurs de cette session d'ouverture que leurs interventions, vous l'avez vu, nous ont d'emblée placés au cœur de notre sujet. On n'a pas prévu de temps de discussion ici, mais je suis sûr qu'au cours de la journée, ils se rendront accessibles aux échanges que vous souhaiteriez avoir avec eux. Alors, il y aura énormément de choses à retenir de ces exposés. De celui de Philippe Amouyel, j'en retiens la notion de seuil de tolérance sociale. Je suis sûr qu'elle aura intéressé peut-être interroger les chercheurs en sciences sociales qui sont présents ici. Je retiens de l'exposé de Sandrine Andrieux l'importance de faire travailler ensemble les générations. Et puisque Philippe Amouyel a cité le professeur Ménard et que Joël Ménard nous rejoindra en principe cet après-midi, je voudrais moi aussi dire à quel point Joël Ménard a eu le souci d'avoir ce dialogue avec les jeunes générations. J'en faisais partie à une époque où j'étais plus jeune, évidemment, mais c'est aussi ça, cet esprit-là qui l'a instauré. Je vous invite à rejoindre les ateliers qui vont commencer dans une dizaine de minutes. Ils sont tous au niveau -1. Vous pouvez les rejoindre par les ascenseurs ou par les escaliers. Vous trouvez les salles des ateliers dans votre programme. Et l'atelier auquel vous êtes inscrit, si vous êtes inscrit à un atelier, vous le trouvez dans la liste des participants qui est dans la pochette jointe qui vous a été remise à l'entrée. Bon travail.